Coxet-Paul, donc je vais me présenter rapidement, c'est moi qui vais commencer toute la présentation. Donc moi je travaille au niveau de la DSI de l'UPMC, plus particulièrement dans le pôle études et développement dont je suis adjoint. Je m'occupe de l'ENT, des systèmes d'authentification et notamment je m'occupais d'une partie des systèmes des lecteurs et des diffusions qui étaient dans l'ENT anciennement et dans les nouvelles solutions. Et je suis également RSSI suppléant. Donc moi je vais commencer par faire la présentation, donc l'introduction. Donc on va faire au tout début un petit point sur ce qui s'est passé. Donc on a 10 ans en fait de plateforme. Une première plateforme qui a été mise en 2006. Je vais vous présenter rapidement les évolutions, le contexte et l'historique. Ensuite, on insistera un peu plus sur la nouvelle architecture qu'on a mis en place cette année, en faisant un focus sur chacun des éléments. Et on terminera par un exemple d'utilisation et un retour d'expérience. Donc, au niveau du contexte et de l'historique, la faculté de médecine de l'UPMC a commencé à proposer un système de diffusion et de vidéo en interne dès 2006. En fait, il y a eu une très forte augmentation du nombre d'étudiants en première année de médecine. C'est passé de 700 étudiants à 2300 étudiants, ce qui fait qu'on a derrière 48 groupes de TD. Et pour avoir tous les étudiants au même moment dans un amphi, ou même mieux pour suivre un prof, c'est assez compliqué. Donc il a été nécessaire à ce moment-là de mettre en place un système qui est capable de diffuser le cours filmé de l'enseignant dans différents lieux physiques, des amphithéâtres et des salles, et également en ligne, sous forme d'un direct live, et ensuite sous forme de VOD, ce qu'on appelle le différé des cours filmés. Le premier projet avait été lancé en mai 2006 et mis en production dès septembre 2006. Il a été présenté au JIRES 2007 si vous voulez avoir un peu plus d'informations à ce niveau-là. Donc il y avait un principe d'amphimètre qui dirigeait les différents autres amphis au niveau de la diffusion du cours en direct, avec des serveurs de streaming basés sur Helix, et au tout début, ça utilisait donc Real Media. Il a été intégré, donc ce système-là a été intégré dès le début donc, dans les environnements numériques de formation, qui sont devenus après les environnements numériques de travail, donc avec la solution uPortal que vous connaissez peut-être de nom, qui est portée par eSubPortal. Donc il y a eu 2 canaux qui ont été mis en place, un qui s'appelle Vidéo Live pour le direct, et Vidéo Archive pour accéder aux archives des vidéos filmées. Il y avait également un autre service dont je vais parler très rapidement, de questions-réponses, qui permettait aux étudiants de poser toutes leurs questions sur un système de forum, et l'enseignant derrière y répondait, pour que toutes les questions puissent être traitées, parce que c'est pas possible de les poser directement en cours. Un petit aperçu de ce qu'était le service de live au démarrage en 2006. Donc il y a un système d'attente qui s'actualise toutes les 10 secondes pour voir s'il y a un cours qui est filmé en direct. Une fois que le cours est filmé, vous avez la vidéo qui s'affiche en ligne. Le système d'archives au début existait sous forme de liste, donc sur la gauche, et sous forme de calendrier. Il y a eu différentes. Donc là, vous avez également la vidéo affichée au format Real Player. Le système a évolué donc au fil du temps de 2006 à nos jours quand même. Il y a notamment une mise à jour majeure de l'environnement numérique de travail qui a été effectuée entre 2011 et 2012 pour passer au Portal 4. Il y a une refonte des services de vidéo en live et de vidéo archive. L'abandon de Real Media. On est passé donc à d'autres formats plus adaptés au niveau de la diffusion, donc le format RTSP et RTMP avec Flash sur bureau et HLS sur mobile. Donc ça permet d'avoir une possibilité de voir les cours à la fois sur ordinateur, tablette, téléphone mobile, avec une interface adaptée à chaque fois. Le système qui était utilisé, donc c'était un principe de requête Ajax et de flux en JSON-P pour pouvoir récupérer les flux en live et les vidéos de manière automatique. Vous avez un petit aperçu sur la droite en vue mobile de vidéo live à cette période-là. Et ensuite, un aperçu de vidéo archive. Donc là, cette fois-ci, on avait choisi une vue sous forme de tableau sur bureau où on voit donc l'UE du cours, la date du cours. Vous pouvez voir la vidéo en cliquant sur vidéo, l'ouvrir dans un lecteur externe et également télécharger le MP4, le MP3. Donc ça c'est pour la vue de bureau, et en vue mobile, donc c'était plus des listes en fait qu'on parcourait au fur et à mesure jusqu'à atteindre le cours. Le contexte actuel, donc la faculté de médecine a décidé en 2015 de lancer un grand chantier de modernisation, notamment au niveau des amphis qui étaient assez anciens, et de tout le système de captation qui datait déjà de pratiquement 10 ans pour le coup.
Les objectifs sont les suivants, donc avoir des vidéos de meilleure qualité, notamment en HD, toujours avoir des formats lisibles sur tout type de dispositifs, les bureaux, les tablettes, les mobiles. La faculté de médecine avait une volonté aussi de simplifier le pilotage de la chaîne pour pouvoir déléguer la programmation et la publication directement au métier, parce qu'actuellement c'était les équipes techniques qui s'en occupaient. Et une volonté également d'intégrer directement au LMS, Moodle, la partie diffusion des vidéos et consultation des vidéos en différé. Donc ça a commencé par une rénovation des amphithéâtres, qui a été butée en 2015 avec une acquisition de nouveaux matériels, des Extron SMP 351 qu'on va vous présenter après, des nouvelles caméras, des tablettes pour piloter le dispositif depuis le bureau, donc c'est l'enseignant qui peut diriger ça. Le projet lui-même de nouvelle chaîne de diffusion a été lancé en juin 2016 et mis en production dès septembre 2016. Donc là, je rappelle les effectifs rapidement de la PES en 2016-2017. On peut voir que ça a légèrement évolué en termes de nombre d'étudiants depuis 2006, mais il y a toujours plus de 2000 étudiants, toujours un certain nombre d'amphis, et on a 170 heures de cours réparties en 4 UE au semestre 1, 120 heures de cours sur 4 UE et 80 heures sur des UE spécifiques au deuxième semestre. Là, c'est le dernier, je vous montre le dernier visuel de vidéo live dans l'ONT avec la dernière version de la chaîne. Maintenant, on passe sur une présentation un peu plus technique. On va essayer de la faire un petit peu simplifiée. On a sur votre gauche l'étudiant qui est symbolisé en rouge et sur la droite, on a le cours du professeur avec la captation caméra. Et entre les deux, on a différentes briques. On va s'intéresser à la partie inférieure du schéma après. La partie de gauche, l'étudiant arrive, s'authentifie sur mon UPMC, accède au service Moodle. Et censément, on va prendre le cas du live pour faire plus simple, veut accéder à ces vidéos. Alors, il n'est pas tout seul, on l'a vu, ils sont plusieurs centaines à se connecter, à suivre les cours. Donc on a besoin d'un serveur qui va être capable de supporter cette charge-là. Notre choix s'est porté sur une technologie OUSA, qui assure à la fois la diffusion des vidéos en direct, mais aussi les vidéos en différé, comme on va le voir après. Quelques petits points de détail sur ce savoir OUSA. On a mis en place des scripts pour automatiser un petit peu le fonctionnement du système, et on utilise certains plugins qui sont fournis aussi par le distributeur du logiciel. Sur notre droite, on a la brique Extron SMP 351 dont parlait un petit peu Ludovic. C'est un système intégré, on va le voir en détail un petit peu après. Ça, on va dire, c'est vraiment la partie encodage. Et en dessous, on a une partie infrastructure. On a sur le côté gauche du NAS pour faire du stockage. Rien de bien particulier là-dessus. Et on a la brique OpenCast, qui est une brique un peu particulière. C'est un peu notre chef d'orchestre. C'est un peu notre point de référence. À travers cet outil, on va gérer la programmation horaire, on va gérer aussi la gestion des métadonnées, et on va gérer aussi du transcodage pour les vidéos en différé. Si on part sur une vue un peu moins synoptique, on arrive sur ce schéma-là que je ne vais pas vous détailler particulièrement. Vous pouvez le consulter plus tard. Ça met en valeur deux points particuliers. L'interconnexion entre le site distant de la Pie-Salpêtrière et Jussieu, où est hébergée l'infrastructure, se fait au travers du réseau académique parisien. On est au niveau de la Pie-Salpêtrière sur un lien qui est un lien gigabit, et côté Jussieu, on est sur un lien 10 gigas. On voit aussi apparaître des points un peu particuliers. On a un fonctionnement, un cluster au niveau base de données pour tout ce qui est infrastructure Moodle, et on voit aussi que Moodle en fait n'est pas un serveur, mais effectivement un cluster de serveurs. Sinon après dans les grandes lignes, ça reprend un petit peu le schéma que je vous ai présenté précédemment. Ouais, je veux bien. Donc je vous parlais de cette brique Extron SMP 351 et on va la voir un petit peu plus en détail maintenant. Donc c'est un produit qui est intégré, complet, prêt à utiliser. Ça se présente sous forme de boîte, comme vous le voyez sur le visuel. C'est un équipement qu'on n'a pas directement choisi, en fait, qui a été proposé à la fac de médecine pour avoir un système autonome d'enregistrement, non pas des cours, mais plutôt, on va dire, des événements qui pouvaient se dérouler dans l'amphi. Or, il s'est avéré que c'était aussi intéressant pour nous de l'utiliser dans notre infrastructure. C'est un équipement qui a l'avantage aussi d'être interopérable avec OpenCast, donc ça a été vraiment très pratique pour nous dans la suite des choses.
On peut le voir sur la photo à droite, vue de la cabine technique des amphithéâtres avec la partie régie. Donc on est sur un système qui est déjà lui-même excessivement automatisé, de manière à ce que on ait une qualité de fonctionnement et un niveau de fonctionnement qui soit optimal. Au niveau du SMP, il n'y a pas énormément de modifications à faire, très peu d'ajustements. Un gros travail a été mené sur une recherche de qualité optimum à travers ce système, qualité optimum d'affichage versus la taille du flux de sortie. Donc la petite recette qui marche bien aujourd'hui pour nous, c'est un codage H264, high profile, level 4.1. On fait du HD 720p, 1280 par 720. Les points qui nous ont permis vraiment de gagner un petit peu sur la qualité, de gagner sur la taille des fichiers, sans rogner nécessairement sur la qualité, c'est descendre à 15 images secondes, ce qui est suffisant pour un cours. Et limiter le bitrate à 750 kilobits, ça permet d'avoir vraiment, avec ces paramétrages-là, d'avoir une lisibilité du support de cours du professeur, tout en ayant une bonne qualité d'image. Le SMP, on l'a vu, intègre 2 entrées audio et vidéo. On a d'un côté la caméra et de l'autre côté le support de cours. La mise en forme de ces informations-là est directement réalisée par le SMP. Ça peut être vraiment adapté en fonction du besoin. Voilà, il y a une interface un petit peu graphique qui vous permet directement depuis l'interface web du module de faire votre petit réglage. Justement, on parlait d'OpenCast aussi. Sur le SMP, donc, il est interopérable avec OpenCast. Vous avez ici présentement le calendrier OpenCast qui a été repéré, qui a été récupéré par le SMP à intervalles réguliers, avec toute la programmation horaire. Et justement, puisqu'on parle d'OpenCast, notre maître d'orchestre, je repasse la parole à Ludo. Alors OpenCast, donc il fait le lien entre l'Extron SMP 351, le serveur de streaming WUSA, et il est utilisé également par Moodle pour après créer les listes directement dans les espaces de cours. C'est pour ça qu'on dit que c'est le maître d'orchestre en fait, et il dépose tout sur le NAS. Pourquoi on a choisi cette solution-là? Donc c'est une solution automatisée d'enregistrement et de distribution de vidéos open source déjà. Elle est très flexible et personnalisable et évolutive. Elle s'appelait anciennement Matterhorn. Elle est portée par la fondation Apereo, donc c'est la même qui porte uPortal et CAS, que vous connaissez plus de noms pour le coup. Ses fonctionnalités principales donc sont de permettre la programmation et la planification des enregistrements, et elle est fournie justement en flux iCal. C'est ce qu'on retrouve après dans le SMP 351, donc un flux de calendrier. Il est capable, quand il reçoit une vidéo, de lancer un ensemble de processus et de workflows de traitement séquentiel, notamment pour réencoder les vidéos, détecter les blancs, faire de l'OCR, et également il peut distribuer et publier les vidéos à peu près où on veut en fonction de comment on le paramètre. Il y a également des interfaces de gestion et de lecture intégrées des vidéos. Là je vous ai reporté quelques-uns des standards qui sont gérés donc par OpenCast. Nous, ceux qui nous intéressent, c'est surtout l'iCal, donc le flux de calendrier, du Blinkor pour décrire les métadonnées, LTI éventuellement pour utiliser ce que produit OpenCast directement dans un LMS. Et REST, c'est pour avoir des API donc qui sont interrogeables pour faire ses propres développements. Il est intégrable avec de très nombreux produits. Pour le coup, on en a déjà cité quelques-uns. Il y a une communauté qui est très active, qui fournit du support et de nouvelles fonctionnalités à l'ensemble de la communauté. Et c'est pour ça qu'il est intégré dans pas mal de solutions, parce qu'il y a pas mal d'universités qui travaillent dessus. On peut le déployer soit en solution tout en un, ou en déploiement distribué, donc ça dépend après le nombre de traitements que vous avez à réaliser. Ce qu'il faut voir, c'est que si vous avez une seule instance, vous allez avoir à la fois l'interface de gestion, l'interface web et tous les flux de traitement qui tourneront sur la même machine, sachant que les flux de traitement sont gourmands en processeur et en mémoire. Donc l'idéal, c'est d'avoir quand même un déploiement distribué. Et ça permet également de pouvoir faire grossir sa plateforme en fonction des besoins. Là, je vous montre rapidement. Donc, OpenCast propose un ensemble de documentation très complet sur la manière dont on peut l'utiliser, notamment ses web services. Vous pouvez tout tester directement dans l'outil OpenCast. Là, je vous reporte une petite copie d'écran de LED, notamment qui permet de récupérer un enregistrement en passant paramètres, un nom, un ID ou tout ce qu'on veut, une recherche. OpenCast, dans OpenCast, on a une notion qui s'appelle les agents de capture. Les agents de capture, en fait, c'est les
comment dire, ça va correspondre aux SMP 351 qui sont dans les différents amphis. On peut voir leur statut, on peut savoir s'ils sont en attente d'un enregistrement ou en cours d'enregistrement. Et c'est donc par cette interface-là qu'on voit la liaison effective entre la plateforme de gestion des vidéos et les différents outils, les différents éléments de capture. Du côté du SMP, ça équivaut à cette configuration-là. En fait, on définit donc le nom de l'agent de capture. Nous, on a choisi le nom des amphis. Il y a l'adresse donc du serveur OpenCast, et à partir des éléments de configuration, on dit en fait à l'Extron de récupérer le calendrier directement de OpenCast, et à la fin d'un enregistrement, de tout envoyer vers OpenCast pour qu'il fasse le traitement. Donc c'est vraiment de l'intégration et juste de la configuration au niveau de l'Extron. Au niveau d'OpenCast, les différents cours vont être organisés, et enregistrements vont être organisés dans ce qu'on appelle des séries. Nous, on a choisi donc de travailler, de nommer nos séries en fonction de la population, de l'année, du semestre et de l'UE. Ça permet d'après d'avoir directement nos cours classés par UE pour chaque semestre, pour chaque année, pour chaque formation. Et c'est assez évolutif. On a fait un travail au niveau des métadonnées d'un enregistrement pour pouvoir les saisir une fois et les récupérer partout dans toute la chaîne de production. On a notamment le titre de l'enregistrement qui est important, la série, donc là où on va catégoriser l'enregistrement, la date de début, la date de fin et le lieu. Donc ça, c'est dans l'interface de définition d'un enregistrement dans OpenCast, qui va correspondre à ça du côté du SMP. Au niveau du nommage des fichiers, on va retrouver le nom de la série dans le fichier produit, suivi, concaténé donc au titre du cours, concaténé à... Alors ça doit être ça c'est la date, et derrière donc on a l'extension du fichier. Et une fois qu'on revient dans OpenCast, là je vous montre rapidement, donc au format du PIN-Core, ça donnera ça. On retrouve donc les différents éléments de métadonnées qui vont suivre donc notre enregistrement dans toute la chaîne de traitement. Quelques mots donc sur le workflow de traitement de manière assez générale. Donc c'est une liste séquentielle d'opérations qui est décrite dans un fichier XML. Il n'y a pas de limite dans le nombre d'opérations et sur leur répétition. On peut enchaîner plusieurs fois les mêmes traitements si on veut sur un même fichier. On peut interrompre le workflow pour demander une action à l'utilisateur, notamment si on veut couper les blancs manuellement. Dans notre cas, ce qu'on a choisi de créer comme workflow, c'est un workflow qu'on a appelé HD 720, qui encode en plusieurs qualités d'enregistrement et le publie directement sur le NAS pour WOSA. Je vous mets une petite copie d'écran d'un extrait du workflow. Ce qu'il fait, en fait, il réencode l'enregistrement en qualité basse, puis en qualité médium, puis en qualité haute, ce qui permettra, lorsqu'on aura un lecteur dans un navigateur, de pouvoir choisir la qualité manuellement en fonction de sa qualité de connexion. Et le dernier élément, donc, c'est la publication. Maintenant qu'on a vu un petit peu le chef d'orchestre, les encodeurs, on va s'intéresser à la partie une des parties très techniques qui est le serveur WOSA. Je vous l'ai déjà un peu présenté avec le schéma en début de présentation. WOSA Streaming Engine, donc c'est un produit sous licence propriétaire, donc c'est un produit qui est payant, qu'on achète, qu'on installe sur un serveur qu'on a dimensionné en fonction de son besoin. C'est pour nous un produit qui est connu comme fiable et performant, donc c'est assez important pour nous de partir sur des solutions sur lesquelles on pouvait compter. C'est un système qui est lui aussi assez modulable, avec un système de plugins sur lesquels on peut installer pour rajouter des fonctionnalités à l'outil. C'est un système qui est un peu comme OpenCast, adaptable. On a aussi des API REST pour pouvoir aller faire un petit peu des commandes sur le système. Ça nous a servi et ça facilite son interopérabilité. C'est donc pour nous un serveur physique dédié là, pour le coup. En fonction du type de matériel, il y a un paramétrage fin qui est conseillé et nécessaire, se fait assez facilement avec les tutos qui sont fournis par l'éditeur. En termes de performance, c'est quand même des serveurs qui ont quand même besoin de beaucoup de CPU en fonction de ce qu'on leur demande. La mémoire n'est pas un élément important. Et aussi, on a besoin d'un réseau performant. Notamment, on utilise de la balance de charge dimensionnée en fait, qui va être dimensionnée en fonction du nombre d'utilisateurs que vous voulez avoir simultanément sur votre serveur et du débit de diffusion que vous utilisez. Donc, c'était pour ça aussi qu'on a essayé de réduire au maximum le débit tout en gardant une bonne qualité d'image.
de manière à offrir le maximum de personnes possibles sur le serveur. Ouais, je veux bien. Comme je l'ai dit, il y a besoin de beaucoup de CPU. En fait, ce qui va consommer énormément de ressources sur WUSA, c'est pas tant de répéter un flux RTMP, RTSP depuis les encodeurs à une centaine enfin plusieurs centaines d'utilisateurs. Ce qui va consommer pas mal de CPU et de GPU, c'est le transcodage. En fait, WUSA est un peu de la manière que ce qu'on le fait sur les flux différés, enfin les fichiers en différé. WUSA est capable de le faire à la volée. C'est-à-dire qu'on rentre un flux d'une certaine qualité, en l'occurrence nous du 720p, et WUSA est capable de réencoder en différentes tailles d'images le flux qui est répété. WUSA fonctionne avec différentes applications. C'est un petit peu compliqué de vous expliquer ça ici, mais on va essayer quand même. Une application pour WUSA, on va assimiler ça à une chaîne de télévision, une chaîne de diffusion. Chaque application étant un canal de diffusion. On a travaillé de notre côté, et notamment avec l'utilisation des API, par rapport à la demande qui nous était faite, à automatiser au maximum cette chaîne de diffusion. Et donc le matrissage des flux d'entrée disponibles entre les différents amphithéâtres de la pièce salpêtrière et les métadonnées qui sont incluses sur Opencast. C'est-à-dire que en allant récupérer les métadonnées qui sont dans Opencast, on est capable de savoir que tel jour à telle heure, dans tel amphi, un cours est diffusé pour les PAES. Ça se fait à travers un script que je vais vous détailler après. Ce fonctionnement en application est assez intéressant, ça nous permet aussi d'obtenir un URL de sortie unique en fait. Quelle que soit la source d'enregistrement, on va toujours avoir une chaîne de diffusion qui va être celle du PAES dans notre cas ici. On imagine une deuxième application pour d'autres cursus d'enseignement. Cette URL unique a aussi un avantage important pour nous, notamment au niveau de la configuration des lecteurs qui vont être intégrés à la fois dans le NT et à la fois dans Moodle. On est toujours sur la même URL, il n'y a rien qui change, on se connecte sur un flux, c'est unique. Un petit détail, puisque ça va introduire la suite. Au niveau du matrissage de flux sur la gauche, on a donc les flux des amphithéâtres, nos chaînes de diffusion, et un petit Loop Until Live, qui est en fait un plugin WUSA que je vais vous détailler maintenant. Alors Loop Until Live, c'est quoi? Lorsqu'il n'y a pas de cours dans l'amphithéâtre, qu'est-ce qui se passe? La caméra filme la chaire du professeur, le flux est disponible au niveau du SMP 351, et donc il est possible de se connecter et de regarder le flux. Donc on passe d'un mode de diffusion de type diffusion de cours à un mode limite vidéosurveillance, ce qui nous plaisait pas trop. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place ce plugin Loop Until Live qui est fourni par WUSA, qui permet d'afficher une petite boucle d'attente tant qu'il n'y a pas de cours programmé. C'est un côté un petit peu sexy, un petit peu joli. C'est très utile, ça donne de l'information à l'utilisateur, et nous, ça nous permet d'afficher. Ça informe l'utilisateur, ouais. Voilà. Comment ça fonctionne? On a d'un côté cette boucle d'attente, de l'autre côté on a Opencast, vous voyez en haut à droite avec son calendrier. On a un script cron en fait qui va tourner en boucle, qui va en permanence interroger ce calendrier, aller récupérer les métadonnées qui nous intéressent, et après, à travers les API de WUSA, permettre de faire l'aiguillage des flux en fonction des programmations horaires. En termes de performance, on arrive après optimisation à des performances qui sont plutôt intéressantes. Les tests que j'ai réalisés avec un outil qui est fourni aussi par l'éditeur WUSA Load Testing Tool m'a permis, en attaquant un petit peu le site de Jussieu avec sa grosse bande passante et les serveurs qui étaient prêts, disposés à diffuser en masse. J'ai pu faire une simulation qui est assez parlante. On est à plus de on arrive à tenir plus de 2100 connexions simultanées sur un serveur avec une bande passante qui va exploiter l'intégralité de deux interfaces réseau qui sont disponibles sur la machine, et le tout sur 4 heures avec une stabilité qui est assez impressionnante. C'est ce qu'on attendait aussi en même temps. Moodle.
Donc, moi, c'est Thomas Lodin. Donc, je suis développeur web à la DGFIP et je me suis occupé d'installer le Moodle pour la première année de médecine et de développer en parallèle un petit player qui était capable de lire directement les flux qu'envoyait WUSA. Donc voilà, c'est l'interface à travers laquelle les étudiants arrivent sur le Moodle pour consulter donc les différents flux. Le Moodle en lui-même est basique, on n'a pas rajouté de fonctionnalités supplémentaires. Donc on a le flux live qui est dans le cours direct et les différents VOD qui sont dans les différents semestres, les deux cours, semestre 1, semestre 2. Donc la technologie utilisée pour la création du player, c'est FlowPlayer, qui nous permettait de créer un lecteur vidéo uniquement en HTML5, de se libérer de Flash, donc ce qui permettait la possibilité de visionnage sur tous les appareils, comme c'était demandé, donc téléphone portable, tablette et bien sûr ordinateur. L'intégration sur la plateforme se fait à travers une iframe sur les différentes pages de cours, dans laquelle on va renseigner dans l'URL différents paramètres qui vont être demandés par l'application pour pouvoir accéder soit au live, soit aux différentes VOD, etc., etc. Donc il y a trois modules principaux dans cette application, le live, la VOD et un système de playlist pour les VOD. Donc le flux live se connecte simplement à WUSA à partir des informations récupérées dans l'URL, fait un lien à partir d'un fichier de configuration présent dans l'application et affiche simplement la page web avec le lecteur et le bon flux live. Donc là, c'est ce que voit l'étudiant avec pas de diffusion pour le moment. Pour la suite, donc le flux VOD, l'application se connecte d'abord à un fichier produit par Opencast, un point smile qui est un XML avec les différentes qualités vidéo disponibles produits par Opencast. Il y a une génération vers les liens de liens vers la bonne application VOD de WUSA. Qui va permettre ensuite, lorsqu'on va afficher le lecteur, de soit changer la qualité des vidéos demandées, donc à partir d'un petit bouton HD SD, ou carrément de retourner à la playlist d'où on vient pour pouvoir regarder d'autres cours en corrélation avec le cours Moodle dans lequel on est. Et donc voilà, là c'est le système de liste des lectures VOD qui se déroule en deux temps. Donc toutes les heures, on a le lancement d'un cron qui interroge les web services d'Opencast, qui va permettre de stocker dans des fichiers tampons les données récupérées pour éviter toute indisponibilité de service en cas de problème de connexion ou de mise à jour d'Opencast. Et ensuite, lorsqu'on demande l'affichage de lecture à travers les cours Moodle, on a une mise en forme des données contenues dans le JSON, qui sont assez volumineuses, donc pour qu'on puisse récupérer le titre, la date, les intervenants et l'identifiant de la vidéo qui servira à la création du lien pour accéder à la vidéo et donc accéder au module VOD présenté précédemment. Alors, Géraldine Scalbert, je fais partie du service TISMED. Moi, j'ai plus en gestion le quotidien en fait des enregistrements vidéo. Donc, je vais d'abord vous présenter comment ça se passe tous les jours. Donc, l'enregistrement il est programmé dans Opencast, comme vous avez vu. Le SMP récupère donc le planning, il lance l'enregistrement. Le flux du direct est récupéré donc par WUSA. Il est relayé donc vers le NT et vers Moodle. Et le script donc créé par Stéphane dit s'il y a un live ou pas, s'il a commencé, s'il n'a pas commencé, et les étudiants donc le visualisent sur le NT ou le Moodle.
Ensuite, à la fin du cours, donc dès qu'il sait que c'est la fin du cours, l'enregistrement est fini, il crée donc une vidéo, donc un MP4, et ce MP4 donc est créé donc en local sur un serveur FTP et il est envoyé donc par Opencast vers le serveur NAS de stockage. Donc Opencast là, il lance le traitement de fichiers, il les réencode, il l'envoie vers VUSA, il crée le fichier Smile. Et Moodle, enfin toutes les heures, crée donc donc crée en fait, a son script qui se lance toutes les heures pour vérifier qu'il n'y a pas une nouvelle vidéo à mettre en place sur le Moodle pour que les étudiants puissent la voir. Donc ça, c'est les cours différés. Et en général, le temps de traitement d'une vidéo, c'est pour une vidéo de 2 heures, environ 2 heures de traitement. Donc voilà, donc ils les ont à peu près 2-3 heures après. Alors moi, je vais vous parler de comment c'est organisé réellement tous les jours. Donc les étudiants, ils ont cours du lundi au jeudi. Donc ils sont nombreux, ils sont répartis dans 4 amphis et 3 salles. Il y a les étudiants donc qui ont cours le matin et certains étudiants qui ont cours l'après-midi. L'enseignement est seulement présent le matin. Pour les cours de l'après-midi, en fait, c'est l'enregistrement du matin qui est rediffusé l'après-midi pour les étudiants qui seront dans les amphis. Donc ça se passe comment? C'est un script WinSCP donc qui récupère sur le serveur FTP la vidéo et qui le copie sur le poste donc de l'amphi, en général c'est l'amphi D, où il y a pour que l'appariteur puisse le lancer l'après-midi. Alors, il a été décidé en fait d'enregistrer, de programmer l'enregistrement des 4 cours, donc les cours du matin en présentiel avec le professeur et les cours de l'après-midi où il y a seulement une rediffusion du cours du matin. Alors pourquoi? Pour si jamais il y a eu un problème avec l'enseignant qui n'est pas venu le matin, pour qu'il puisse se présenter l'après-midi, qu'on ait un enregistrement de ce cours. Et ça permet aussi d'avoir un deuxième live si c'est nécessaire. Pour programmer un enregistrement, donc j'ai fait un petit calcul rapide, ça prend à peu près entre 1 et 4 minutes par cours et donc il y a 170 cours à programmer par semestre, plus ou moins 170 pour le premier, 200 pour le deuxième et on va dire que ça fait une moyenne de 12 heures. Après c'est une tâche très très répétitive et il faut gérer aussi les gestions de modification de planning. Donc c'est en gros pour donner une idée de combien de temps ça me prend. Alors là je vais vous détailler de comment je fais, comment ça se fait exactement. Donc ça c'est l'interface d'Opencast. Donc on rentre sur l'interface web, on rentre donc le titre, on rentre les droits, la licence, la série, le présentateur. Et ça c'est des données très importantes parce que c'est les données que vous retrouvez l'étudiant pour le titre et pour l'enseignant. Et il ne faut pas oublier la série parce que la série permet d'être au bon endroit dans le cours Moodle. Donc si on se trompe de série, l'étudiant va être perdu, il ne va pas savoir où se trouve son cours. Et sur la chaîne WUSA, donc c'est les métadonnées importantes à rentrer. Ensuite, donc comment ça se passe? C'est très simple, on a un calendrier, on donne la date, l'heure de début, on donne le temps, la durée de l'enregistrement, et on donne donc l'emplacement. Donc dans quel amphi va se passer le cours. Et ça, c'est pratique parce qu'on peut modifier l'emplacement. Le cours peut avoir lieu en amphi D, le cours d'après en amphi A, en amphi B, en amphi C, sachant que chaque amphi est équipé de la même façon. Et donc d'Opencast, on peut diriger comme ça l'enregistrement. Alors ça, c'est la sélection du workflow donc, qui a été décidé, qui a été mis en place, qui permet donc de réencoder, de retraiter dans les différents formats et qualités. Et après, on définit donc le droit d'accès des vidéos, mais sur la plateforme Opencast. Alors ça, c'est pour la vérification et la suivi des enregistrements d'Opencast. On trouve aussi donc un tableau récapitulatif. Donc, ce qu'il faut bien regarder, donc c'est la série, donc le lieu où se déroulera l'enregistrement, et il nous permet aussi de savoir si la vidéo a été publiée, s'il y a eu une erreur de traitement. Et si, dans le cas d'une erreur de traitement, ce qu'il faut, c'est reprendre la vidéo, donc par FTP, récupérer la vidéo et relancer le traitement sur Opencast. Comme ça, on peut savoir s'il y a eu un souci dans le traitement et vérifier que tout se passe bien derrière dans la chaîne. Ça, c'est l'interface donc du SMP, l'interface web du SMP, donc qui me sert moi aussi pour savoir plusieurs choses. Donc pour savoir, je peux prévisualiser le cours, je peux voir ce qui se passe directement dans l'amphi sans être présent dans l'amphi. Donc
dans tous les amphis qui sont équipés de cette manière-là. Donc moi, je peux savoir si le prof a été là, comment ça se passe, s'il y a un problème. Après, je vérifie aussi en dessous si l'enregistrement a été bien lancé. Donc j'ai un contrôle à ce niveau-là. Je peux voir s'il a été bien lancé, combien de temps il reste, voilà. J'ai aussi accès au calendrier. Et donc là, je peux voir si les enregistrements que j'ai programmés sur OpenCast ont bien été transmis au SMP. C'est plus du contrôle à ce niveau-là. Alors, le bilan d'utilisation qu'on en a fait donc, sur la fac de médecine, c'est qu'on a finalement eu très peu de problèmes d'enregistrement des vidéos. Il y a eu 3 fois un problème à cause d'un enseignant qui n'était pas là, qui arrivait trop tôt, qui est parti trop tard, enfin voilà. On a eu donc 2 plantages de WUSA, donc où il a fallu en fait redémarrer le serveur, sinon c'est plutôt fiable. Et on a eu une panne temporaire donc de la boucle d'attente, ce que vous avez vu, le petit script qui dit qu'il n'y a pas de vidéo live pour le moment. Donc oui, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il arrive qu'OpenCast ait des problèmes de traitement dans les vidéos. Dans tout le workflow qu'il fait, il peut faire une petite erreur à un moment donné et il arrête donc son traitement. Il faut relancer donc manuellement, récupérer la vidéo, la remettre dans OpenCast et relancer manuellement, mais en grosso modo, il y en a eu, je sais pas, une dizaine, 10-20, voilà. Mais c'est très facile à relancer en fait. Alors, ce qu'on tire surtout de cette nouvelle chaîne de publication, c'est que les enregistrements sont fiables. L'enregistrement par le SMP, elles sont toujours là, quoi. Après, bon, elles sont pas assez longues, elles sont trop longues peut-être, mais on a toujours une vidéo. L'interface web de gestion est très pratique. Enfin, pour moi, on peut être n'importe où, se connecter, vérifier tout ce qui se passe dans l'amphi, comment se passe l'enregistrement. Et en plus, on a accès au flux RTSP directement. Donc, on peut très bien aller dans une salle, brancher cette salle sur le flux RTSP et le connecter avec l'amphi et rediffuser le cours directement dans cette salle. Le Moodle a apporté de la structuration dans les infos. Avant, de l'année dernière, les étudiants avaient accès à toutes ces vidéos, mais en une seule liste, comme ça, donc rangées les unes derrière les autres. Alors que là, ils ont un endroit unique avec donc leur PDF, leurs vidéos, rangées par semestre, par UE. Moodle permet aussi l'automatisation de la publication. Donc moi, je n'ai pas à agir, je n'ai pas à chercher la vidéo, normalement c'est automatique, donc sauf quelques erreurs de traitement, je n'influe pas dessus. Donc on peut aussi changer très facilement d'endroit, que le cours ait lieu en amphi A, B, C, D, ça change rien, il suffit de modifier la localisation dans OpenCast. On peut changer le planning aussi facilement. Si on le sait 1 heure avant le début du cours, on peut changer le planning, changer le nom du cours, c'est très 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 souple. Un gros avantage aussi, c'est que l'enseignant peut arriver avec n'importe quel appareil, avec son iPad, avec son e-book, avec son PC, on le branche et ça enregistre directement. On n'a plus de problème d'installation de logiciels ou de matériel qui n'était pas compatible. Grosso modo, tout le monde est très content de ce système, que ce soit les appariteurs qui ont beaucoup moins de choses à gérer, ils ont juste à être là au début, vérifier que le PowerPoint, le PDF se lance bien, que le son est bon. Moi, j'ai plus à courir dans tous les amphis, savoir pourquoi ça marche pas, où est la vidéo, tout ça. Et on a pu mettre en place donc l'enseignant qui n'est pas là l'après-midi grâce à ce système. Et ils sont très contents aussi. Oui, je peux le faire. Je n'ai pas fini. Donc à ce niveau-là, on a aussi quelques petites choses à améliorer. Donc c'est qu'il n'y a pas de téléchargement des vidéos, c'est uniquement du streaming. Donc ce qu'ils avaient avant, ils avaient le droit, ils pouvaient télécharger leurs vidéos. On aimerait bien que ça revienne. Le problème, donc ça c'est parce que c'est une programmation horaire. La vidéo fait 2 heures que le professeur a été là 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. L'enregistrement fait 2 heures, donc on a un petit peu des vidéos de blanc. Il n'y a pas de chapitrage, donc il faut regarder tout ou gérer soi-même, avancer, reculer. Oui, et la programmation dans OpenCast, donc c'est pour chaque enregistrement, il faut donner manuellement tous les champs et les rentrées. Donc c'est un peu long, c'est un peu répétitif. Voilà. On a une petite vue là sur des statistiques. Ça c'est
C'est des infos qu'on récupère sur Wooza. Là, je vous présente l'utilisation du système sur les 2 semestres, donc sur l'année, avec le nombre de connexions max qu'on peut enregistrer. Alors, c'est des données qui sont quand même un petit peu lissées. On a des petites pointes à 700 utilisateurs simultanés sur le direct, quand même, ce qui est... Enfin, ça, c'est juste pour le HLS, parce que si on additionne les 100 et quelques qui sont connectés en RTMP, on a 800 utilisateurs simultanés en pointe. C'est intéressant de voir aussi comment les étudiants, à chaque début de semestre, sont assez gourmands et utilisateurs du système. Et au fur et à mesure que le semestre avance, on voit décroître à la même manière que la population visible dans les amphis, la population visible sur le système. La même chose pour la VOD. Alors là, on a un usage qui est un peu plus régulier quand même. On a en permanence, à peu près, on l'a constaté, 150 personnes qui sont connectées, qui des fois à des heures assez étranges. On se pose des questions, savoir s'ils sont bien en train de regarder une vidéo ou s'ils ont oublié de laisser tourner leur applicatif. Mais voilà, c'est une petite vue de la VOD sur les 2 semestres aussi. Dans les perspectives d'évolution, vu la fiabilité du système et le côté interopérable, il est très facile d'imaginer qu'on ouvre à d'autres départements d'enseignement. C'est d'ailleurs ce qui risque d'être certainement fait pour l'année en cours, l'année prochaine. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est quand même consolider un petit peu le système. En fait, on a 2 serveurs Wooza qui sont aujourd'hui disponibles sur l'UPMC. Donc, on aimerait mettre en place un fonctionnement en répartition de charges, de manière à pouvoir soutenir encore plus de charges utilisateurs, notamment si on ouvre le système à d'autres cursus. De la même manière, on veut renforcer l'infrastructure liée à OpenCast, passer à un fonctionnement, un mode un petit peu distribué avec un serveur principal et des serveurs de calcul. On a aussi envie de se pencher sur la vidéothèque intégrée à OpenCast et utiliser le module LTI pour tout ce qui est chapitrage automatique, notamment. On prévoit aussi une amélioration des lecteurs. Alors, le futur concurrent, ça serait Vidéo.js, qui gérerait un nouveau format qui est Embed Dash et qui permettrait vraiment un transfert de flux adaptatif en fonction de la qualité de réception directement de l'utilisateur sans qu'il ait même lui à choisir la qualité du flux. Et création de modules respectant les normes LTI. Tu veux en dire quelque chose peut-être un petit peu, ou Thomas? C'est principalement pour éviter d'avoir juste une intégration dans les cours via Uniframe et d'avoir un outil un petit peu plus robuste qui cache l'URL si on trifouille un peu dans le code, etc., et pouvoir accéder à des configurations un peu plus particulières. Voilà. Bien, on va les remercier déjà. Je voudrais juste rappeler aussi qu'ils ont travaillé sur ce projet en 3 mois. Ils ont fait ça entre juin et août, puisque à la rentrée septembre, ils ont dû mettre en production tout ce que vous avez vu maintenant. Alors, est-ce que maintenant vous avez des questions par rapport à ce projet, des questions techniques ou même des questions organisationnelles? Oui. Je vois que beaucoup de questions, notre ami Charoc. C'est toujours moi. Est-ce qu'il y a eu des critiques des étudiants qui par exemple, alors c'est pas technique, mais qui en regardant les vidéos ne sont pas satisfaits de la qualité. Enfin, je me rends pas bien compte si on voit l'écran de l'ordinateur et que le prof il montre à certains endroits et que ça, par exemple, on le voit pas dans l'enregistrement. S'il y a ce genre d'effet qui arrive. Donc, je me demandais s'il y avait des critiques de la part des étudiants sur quand ils regardent la vidéo, si c'est moins bien que s'ils étaient avec le prof. La principale critique des étudiants, c'est leur besoin, pour certains, de récupérer les enregistrements localement sur leur poste de travail et pas à travers un système de VOD. En termes de qualité d'image, là on a un taux de satisfaction, je pense, qui est assez unanime et assez... D'autres questions? On pourra peut-être éventuellement mettre à disposition un petit extrait d'enregistrement sur le site du CUM pour que vous puissiez juger de la qualité du système peut-être. Et moi je peux te répondre en plus, c'est qu'on a une longue expérience de ce système-là via l'ENT
Et on a réussi à avoir des profs de physique, mais c'était il y a quelques années, qui montraient par exemple des molécules dans la petite fenêtre. On avait aussi des profs qui arrivaient avec un pointeur de la souris à montrer sur le PowerPoint le curseur de découpe anatomique en disant regardez ici ces trucs-là. Alors bien sûr, le fait d'avoir maintenant puisque ça marche aussi sur mobile, c'est vrai que le curseur, les schémas, ça dépend vraiment du PowerPoint du prof, mais on avait vraiment sur desktop vraiment une restitution de ce que le prof montrait dans ses démonstrations qui était assez intéressante et assez fidèle, que ce soit en direct ou en différé. Bien, je vais prendre une dernière question parce qu'en fait on est un peu en retard et il nous reste une présentation qui ne sera pas très longue mais je pense intéressante aussi. Juste une petite question, dans un moment dans la courbe de métrologie que vous avez montré, donc avec un pic à 700 connexions, je crois, sur le direct. Donc les étudiants, ils sont chez eux, ils suivent le direct chez eux. Chez eux, dans les transports en commun, du moins qu'ils ont une connexion quelque part. Et donc ils suivent vraiment le cours en direct tous au même moment. Et est-ce qu'il y a une interactivité? Est-ce que vous offrez une interactivité entre le prof qui est dans l'amphi et les étudiants? Non, on est sur du cours magistral d'amphithéâtre, là, vraiment, c'est pas l'objectif. D'accord. Vraiment, l'idée, c'est de permettre à l'étudiant d'accéder au cours. Alors, ils ont une rotation, ils peuvent être dans l'amphi en présentiel face au professeur assez régulièrement, mais là, l'idée, c'est qu'ils puissent à la fois les consulter depuis chez eux, s'organiser et être dans une mobilité, une liberté d'accès au cours, en fait.